Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mademoiselle Caroline, une autrice de bande dessinée passionnée et talentueuse. À 49 ans, elle est mariée, mère de 3 enfants et vit désormais dans les montagnes des Aravis. Elle est une illustratrice parisienne depuis 1998 et a commencé sa carrière d'autrice de BD en 2009. Elle travaille pour la presse, dont les magazines Elle, L'Express, Marie-Claire, Madame Figaro, pour la pub, Clarins, Galeries Lafayette, Orange ou encore les éditions comme Nathan, J'ai lu, L'Univers des enfants. Mademoiselle Caroline a reçu de nombreux prix, dont le prix Pèlerin du témoignage en 2021. En plus de son travail en bande dessinée, elle est co-directrice artistique pour la marque de vernis semi-permanent bio, Marino, depuis 2012. Elle est également passionnée de ski, de rugby et de randonnée. Nous sommes ravis de discuter avec elle de son parcours, de sa passion pour la bande dessinée et de son engagement dans le sport. Restez à l'écoute pour une conversation captivante avec cette artiste talentueuse et polyvalente. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors pour commencer, je voudrais s'il te plaît te demander de te présenter. Qui est Caroline ? Caroline, c'est une femme qui a l'air joyeuse, avenante, super cool, super sympa et qui, à l'intérieur, est beaucoup plus noire que ce qu'il n'y paraît. Je te remercie de cette transparence immédiate. Oui, parce que c'est pas que ça me pèse, mais les gens s'arrêtent souvent à la devanture. Voilà. Et souvent, on a l'impression que je suis très très forte et on compte beaucoup là-dessus. Et en fait, non, pas du tout. Ok. On va direct. Hein. Oui, j'allais dire, c'est une belle entrée en matière. Oui. Ben, c'est intéressant. J'ai effectivement lu ta BD Chute libre. Mm-hmm. Et t'en parles clairement dedans de cette personne qui était en fait sans masque. Et là, tu te présentes sans masque. Bah ouais, je trouve ça hyper important en fait. Et puis surtout, j'en ai pas honte. Voilà. Parce que souvent, quand on est malade, quand on a un point faible et tout, on cherche à le dissimuler et je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Et qu'on ferait bien d'assumer un peu sa différence. J'avais envie de te demander par rapport à ton éducation. Tu es née en région parisienne. Ouais. Tu as fait l'école prestigieuse de Penningen. Ouais. Je voulais savoir par rapport, justement, à ta famille, ton éducation, si tu avais poussé, inspiré à aller dans cette voie artistique. Alors, pas du tout. Pas du tout. Je suis née dans une famille de juristes, on va dire. Ils ont tous fait du droit, du notariat... des choses très très rigolotes comme ça et j'étais censée, je pense, pour mes parents reprendre l'étude de mon père et moi, alors je pense que déjà à l'époque j'avais des épisodes d'angoisse, de panique totale parce que j'étais divisée entre deux trucs, le fait de pouvoir dessiner qui était ma passion totale et le truc où je me sentais hyper bien, où on me fichait la paix, enfin je dessinais, j'avais mon petit monde et puis le fait de reprendre l'étude de mon père qui me garantissait la sécurité, l'agrément de toute la famille, tout ça. Donc j'étais déchirée entre ces deux trucs et d'aussi loin que je me souvienne, c'était très 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 présent et j'ai des souvenirs d'attaques de panique toute seule dans mon lit. Je me souviens très bien, je mettais les jambes au plafond et pour essayer de me calmer et invariablement je finissais en me disant non mais je vais être notaire et comme ça tout ira bien. Voilà, et là je me calmais, mais je savais que c'était pas le bon truc. Donc non, ma famille ne m'a pas du tout aidée.
Seulement, ils ont compris, ils ont passé un deal. Moi, je voulais faire le bac à l'époque, je sais pas, ça devait être à 3, le truc un peu dessin littéraire. Et évidemment, ils trouvaient que ça renfermait trop mes possibilités de carrière prestigieuses. Donc, j'ai transigé, j'ai fait un bac B, donc éco-mathématiques, le pire truc au monde. Je me suis rétamée en maths, je me suis rétamée en éco. Et en fait, j'ai eu des super notes en anglais et en dessin, en sport, enfin, tous les trucs qui m'intéressaient, comme tous les enfants. Et c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Sauf qu'après, je leur ai dit, OK, j'ai fait le bac que vous voulez, mais en échange, je fais les études que je veux. Et là, ils ont dit oui. C'est là qu'ils ont choisi Penningen, puisque c'était censé être l'école la plus dure, la plus prestigieuse, la plus... Voilà. Donc, ils pensaient, je pense, qu'ils pensaient que j'allais me planter, parce que c'était vraiment très dur. Et manque de bol, j'ai réussi, parce que c'est sur 5 ans et c'est privé. Donc, ils ont dû s'endetter, je sais même pas comment. Mais voilà. Donc, voilà. C'était le deal. Et la suite, après Penningen? Après Penningen, l'avantage quand on sort de cette école, c'est que c'est une super carte de visite et qu'il y a déjà des professionnels qui viennent voir les diplômes exposés, etc. Et moi, j'ai juste appelé une agence de pub parce que je voyais pas ce qu'on pouvait faire d'autre, en fait. J'avais compris la dernière année qu'on pouvait être illustrateur, mais pour moi, c'était vraiment irréel. Je pensais pas qu'on pouvait en vivre de ce métier-là. Donc j'imaginais qu'il fallait faire un truc un peu rébarbatif quand même comme métier, genre bosser dans une agence de pub. Donc j'ai tenu même pas 1 an, je crois, mais j'ai eu un boulot tout de suite. Et là, mes parents étaient quand même très, très surpris. Mon Dieu, mais Caroline, tout de suite, tu sors de l'école, t'as déjà un boulot, c'est extraordinaire. J'ai ouais, je suis peut-être pas si nulle que ça. Mais bon, ça fait... j'ai été diplômée en 97, donc ça fait depuis 1997 que j'ai l'impression de faire un métier très, très dangereux, qui ne me fera toujours pas vivre et que je vais me planter à un moment donné. J'ai du mal à passer le cap. Toujours en 2023, Ouais. il y a cette croyance qui est arrivée par tes parents quand tu étais ado. Ouais. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment de la programmation, ça. Ah probable, mais ils étaient très contents que je dessine parce que effectivement, je leur fichais la paix, j'étais dans mon coin, ça pouvait durer des heures, mais de là à en faire un métier, c'était inenvisageable pour eux. Et j'ai toujours ça en moi. Je voulais juste rebondir sur le rôle des parents dans cet accompagnement-là qui est très déterminant. On a reçu, d'ailleurs, dans les invités, on avait reçu Stan Gruot et qui disait à quel point, lui, par exemple, sa famille l'avait soutenu, encouragé, dit « Allez, vas-y, c'est la bonne voie ». Et du coup, tu vois, je vais te poser une question. Imaginons, on prend une autre Caroline dans une autre famille. Ouais. D'accord ? Ouais. Et là, la famille, de 2023, puisqu'aujourd'hui, les mentalités quand même ont changé, ou une famille québécoise. Ok. Ils sont beaucoup plus ouverts. Oui. Qui vont dire à leur fille, écoute, vas-y, c'est ta voie, c'est sûr, tu pourras en vivre. Enfin, voilà, il faudra te donner les moyens, etc., etc. Tu vois, à ton avis, cette croyance-là, est-ce qu'elle changerait aujourd'hui la personne que t'es ? Ah ouais, mais tellement, mais évidemment. Mais évidemment, je suis sûre que j'aurais jamais plongé dans la dépression à ce point-là, parce que déjà, j'aurais senti le soutien derrière moi. J'aurais senti que c'était pas une mauvaise idée, que je faisais pas de bêtises, et puis qu'il y aurait des gens pour me rattraper, en fait, si je me plantais. Et ça, je l'ai jamais senti. Même si je pense que si je m'étais plantée, mes parents auraient été là. À un moment donné, ça a été très dur financièrement. Ils ont été là. Mais ça n'a pas été spontané. Faut demander, quoi. Et moi, j'ai du mal à demander. J'ai beaucoup de mal à demander. Et voilà, c'est ça que je regrette. Et c'est ça que je mets un point d'honneur à dire à mes enfants, justement, mais allez-y. Puis en plus, moi, je serais tellement contente de les récupérer. Il n'y a aucun problème, plantez-vous. Limite, ça va me faire plaisir de vous voir revenir, quoi. Mais... allez-y, faites ce que vous voulez. Là, mon fils aîné, il a 20 ans. Il a pris cette fameuse année pour réfléchir au sens de la vie. Il a fait skiman. Là, il bosse au saut à l'élastique à Saint-Jean. Mais génial. Voilà, moi, mes parents, ils m'auraient craché dessus, très clairement. C'est pas des boulots. Moi, je suis très contente pour lui. Il s'éclate. Il bosse avec une super bande, dans une super ambiance. Parfait. C'est parfait.
Voilà. On voit vraiment ce départ-là, le départ de la course, comme il est différent. Et avec les personnes qui sont à côté de nous, en fait, au départ de la course, il y a une énorme différence. Ouais, je pense. Et c'est vrai que nous, dans notre bilan de compétences, tous les gens qu'on accompagne sont beaucoup de personnes qui arrivent avec beaucoup de croyances. Ouais. C'est ce que je te parlais, c'est une programmation qu'ils ont eue depuis qu'ils sont petits. Oui. Et notre accompagnement, ça va être justement de leur faire voir un autre regard avec d'autres lunettes et en fait comment on déprogramme tout ça. Ouais. Mais on est d'accord que aujourd'hui, si voilà, les choses pourraient être totalement différentes. Ah mais totalement. Totalement différentes. Totalement. Du moins mon regard sur mon métier ou sur moi dans mon métier pourrait être tout à fait différent. Mais comme moi et mon physique aussi, je sais très bien que je me déteste physiquement à cause de ma grand-mère et un peu ma mère. Voilà. Tout ça, c'est la petite enfance, c'est avec quoi on a grandi, quoi. Quel tuteur on a grandi. Tu disais que le premier appel de Guy Delcourt, pour te dire qu'il voulait te rencontrer, a été l'un des moments les plus marquants de ta vie. Ah ben ouais, parce que je savais que... Alors ça va paraître très très prétentieux, mais je savais que les histoires que je racontais pouvaient parler à d'autres personnes. Et c'est pour ça que je fais des BD. C'est pas pour sortir un album, c'est pour ou aider ou faire que les gens se sentent moins seuls. Et j'avais fait des BD sur les grossesses, sur le fait de pas aimer être enceinte, voilà, parce que moi j'ai pas aimé être enceinte. Être maman c'est génial, mais c'est quand même 60% du temps, voire 70%, éreintant et aliénant. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose de le dire, ou c'est pas pour ça qu'on n'aime pas ses enfants. Voilà, c'était les thèmes de mes BD, et j'étais dans une petite maison d'édition qui s'appelait City, et qui se contentait en fait de sortir mes albums sans faire de promo après. Si je voulais faire des dédicaces, c'est moi qui trouvais les librairies, et limite, plus d'une fois ça m'est arrivé, c'est moi qui achetais les albums avant parce qu'ils les livraient pas. Donc bon... Pour le premier album chez Delcourt, c'était mon album sur la dépression. Donc celui-là, il était vraiment très important pour moi et je voulais pas qu'il sorte chez City. Je voulais qu'il ait une plus grande exposition. Donc je sais même plus comment... Si, j'ai eu le mail de Guy Delcourt par une autrice qui s'appelle Ingrid Chabert, que je remercierai jamais assez. Et j'ai envoyé le mail avec les pages que j'avais déjà faites. Et moins d'une heure après, il m'a rappelé. Et moi, je décrochais très, très naïvement. J'ai dit bonjour. Ah, bonjour, mon Dieu. J'ai failli m'évanouir tellement j'étais surprise. Et oui, donc je lui ai fait le coup du « Mais bien sûr, je suis à Paris mardi prochain, ça tombe très, très bien », alors que pas du tout. Donc j'ai collé mon enfant à la garderie. Enfin bon, voilà, j'ai pris mes billets de train et on a signé dans la foulée. Et j'étais... Je me souviens, j'ai appelé ma copine illustratrice Charlotte Gasto pour lui dire, parce que je savais elle partagerait le truc, que voilà. Mais c'était irréel pour moi, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, mais si un grand bonhomme comme Guy Delcourt s'intéresse à mes pauvres planches que je viens d'envoyer, c'est que c'est vraiment pas nul, en fait. Et s'il signe comme ça dans la foulée, c'est que, ouais, trop bien. J'étais trop contente. Ça légitimait un peu ma décision. Voilà. Et d'avoir tenu et d'avoir suivi cette passion. Ouais. C'était la reconnaissance. C'était pas la reconnaissance. Ouais, comme le cachet. Mm-hmm. T'as bien fait finalement. Ouais. Bon, après, voilà. Je l'attends toujours, mais c'est remis en question à chaque BD, quoi. C'est ça, justement, que je vais te demander. Oui. Tu dis, je l'attends toujours. Ah oui. Ah oui, je crois que je l'attendrai toujours. Là, je vais signer ma prochaine BD. Mais Delcourt l'a refusé, par exemple. Ce qui m'était jamais arrivé. Et donc, ça m'a foutu une claque. Ça aurait dû être juste... voilà. Mais en fait, moi, tout matin. Donc là, je me suis dit, mais merde, mais quoi, mais pourquoi ? Bon, alors... Après, mon petit ego me dit, c'est pas moi qui suis au scénario, donc peut-être que c'est le scénario qui plaît pas, gna gna gna, mais moi je le trouve quand même vachement bien, ils sont vachement durs et tout et tout. Après, je me dis, ouais, j'ai quand même un peu râlé parce que sur le dernier album, il n'y avait pas du tout de promo et
alors que j'ai fait venir la scénariste en lui parlant de la force de frappe de promotion de Delcourt. Donc, j'ai peut-être trop râlé, c'est peut-être pour ça qu'il me fait payer. Bon, bref, je me suis évidemment posé 150 000 questions. Et finalement, on va aller signer chez un concurrent qui a pris la BD tout de suite. Et en comité de lecture, c'est-à-dire que c'est vraiment toute la maison d'édition qui décide et pas seul le big boss. C'est aussi, on sent, pour le coup là, on sent toute la maison d'édition derrière nous et c'est quand même aussi gratifiant. L'avance est beaucoup plus importante. Les droits sont bien meilleurs. Et vraiment, je sens l'éditrice à fond derrière nous. Donc là encore, c'est un peu comme un second cachet. C'est changement de maison d'édition, du moins pour cette BD. Et ouais, ça fait « Ah ouais, donc d'accord. Donc en fait, on peut me payer ça, on peut me donner ça en droit. Et en plus, l'éditrice peut être motivée. Oh bah putain !» Voilà. Une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Oui. Et encore plus, sur un endroit encore et plus encore incroyable. a priori, mieux. Ouais. C'est essayer de garder cette confiance en la vie et quand on se prend des échecs et des non et des refus, on tombe tous. Mais c'est de se dire, allez, il y aura quelque chose derrière. Mais en fait, moi, je suis beaucoup tombée et je me suis relevée tellement plus fort après. Après, pas tout le monde y arrive ou n'en est capable ou voilà, je sais même pas comment, voilà. Mais je me rends compte que toutes ces chutes m'ont énormément servi. C'est un truc de barge, quoi. Et puis, il y a une dame un jour qui m'a dit « Mais vous savez, Caroline, la vie n'est pas un combat. Hein. » Et pour moi, j'avais jamais imaginé la vie autrement qu'un combat. Pour moi, la vie, c'est un combat. Et cette phrase, il y a 2-3 phrases comme ça dans ma vie, mais celle-là, je sais même plus qui me l'a dite. Et moi, ça a été une claque. Je dis, ah bon ? Du genre, on peut profiter de la vie, quoi. Jamais ça m'était venu à l'idée. Je l'adore aussi et j'en ai conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Bah voilà, c'est fou, et hein. effectivement, une fois qu'on a compris ça, mais oui. Les choses changent. Mais oui. Ouais. Et puis, c'est aussi le même principe que moi, j'étais persuadée que quand quelque chose de bien nous arrivait, on allait le payer un jour. Et en fait, non, pas du tout. En fait, non. On peut juste en profiter de cette chose bien et c'est pas pour ça qu'on le paiera après, quoi. Et si c'était ça la vie, en fait ? Ben voilà. Mais ouais, il m'a fallu 47 ans, ça, pour m'en rendre compte. Par rapport à ce que tu racontes, hein, ton authenticité sur ça, ce démarrage, toutes ces difficultés, comment tu l'abordes la suite ? Est-ce que tu es plus sereine ? Non. Ah non. Non, alors là, en revanche, c'est un peu peut-être de la superstition, mais j'ai l'impression que si je suis trop sereine, je vais croire tout acquis, je vais plus bosser pour avancer, et puis je vais prendre le melon, et c'est pas bien. Non, j'ai l'impression que ça va pas être payant. En revanche, j'arrive un peu plus à demander ce que je veux. Du genre maintenant, j'arrive à refuser les salons, les dédicaces non payées. Parce que j'arrive aussi à râler sur le système de rémunération des auteurs qui est absolument dégueulasse. Et ça me fout hors de moi. Et maintenant que j'ai vraiment pris conscience de ce truc-là, qu'en plus on me fasse bosser bénévolement, ça me rend dingue, quoi. Tu veux bien développer parce que je pense qu'on Tu connais pas ? Bah non. Alors, quand vous achetez une bande dessinée, si tu vas demain acheter une de mes bandes dessinées, moi je vais toucher 10% des droits. Donc tu vas l'acheter, on va dire 10 €, je vais toucher 1 € dessus. Les 90, c'est tous les autres gens que je fais vivre. L'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, le libraire et tout et tout. Et moi qui ai eu l'idée, moi qui ai travaillé pour ça, je vais toucher 10%. Mais ces 10%, je ne vais les toucher qu'une fois que j'aurai remboursé la valoir. Si on me paye... non, mais c'est hallucinant, en fait. Si tu réfléchis à ça, on va me payer. Une bande dessinée, je mets 1 an pour la faire. Je vais prendre des chiffres simples parce que je suis nulle en maths. Si on me paye 10 000 € ou 20 000 € même, 20 000 € pour faire une bande dessinée, tu divises par 12, t'enlèves les impôts, tu vois où on arrive, pas bien haut, j'ai à peine le SMIC. Mais ces 20 000 €, je vais devoir les rembourser à l'éditeur. C'est une avance sur droit. Donc, je vais devoir vendre 20 000 BD avant de toucher 1 € par BD. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, en fait, je suis bénévole. Le seul cas où je gagne vraiment de l'argent, c'est quand l'album se plante complètement. Si j'en vends 3, je les garde, les 10 000 €, les 20 000 €.
Donc là, je suis vraiment payée. En fait, le travail de création n'est pas payé. Ce qui est payé, c'est les ventes. Ce sont les ventes. Je vois de plus en plus, là, vraiment de plus en plus de personnes qui s'auto-éditent. Oui. Alors, évidemment, j'y ai pensé. Le problème, c'est que je ne sais pas me vendre. Je ne vois pas comment me distribuer. Je ne vois pas comment ma BD, moi toute seule, peut se retrouver à Paris, par exemple, dans une librairie, si c'est moi qui gère tout ça. Je ne vois pas comment je pourrais me trouver un petit stand pour dédicacer à Angoulême ou quoi, j'en sais rien. Tout ce genre de trucs. Parce que tout ce que fait l'éditeur au niveau promotion, marketing, c'est ça qui fait la vente de tes BD ? Selon moi, oui. C'est pas ton talent ? Non. Ta notoriété, les personnes qui attendent pas tes BD ? Oui, bon, ça d'accord, mais ça fait pas un suffit succès. Pas. Non. Moi, je suis sûre que tu crées un succès par la com que tu mets dedans. Et ça, mon éditeur, il pêche un peu là-dessus. Je suis sûre qu'on peut faire un succès sur les réseaux sociaux. En martelant, J'en suis, mais persuadée. Tu fous des affiches partout dans le métro, tu donnes envie, les gens le voient, et au bout d'un moment, ils vont se pencher sur le truc, ils vont l'acheter. Et mais ça, j'en suis sûre. Et mon talent, oui, bon, alors va y avoir peut-être, je sais pas, 10 000 personnes vachement qui achètent de toute manière mon album. Mais c'est les autres. Ouais, je suis sûre. Puis il y a le phénomène de mode, et puis... Bon, après, il y a le sujet, je dis pas. Okay. Par exemple, ma BD qui a le plus marché, c'est une BD sur l'autisme. Jamais j'aurais dit que ce serait celle-là qui marcherait. Mais elle cartonne, et elle cartonne encore. Parce qu'on a touché un sujet dont personne n'avait peut-être parlé de cette façon avant. Je sais pas. Parce que tu réponds à des vraies problématiques. J'ai lu Chute libre. Moi, j'ai une maman qui était dépressive. Je suis née avec elle. Elle était dépressive. Elle est décédée. Elle était dépressive. Donc, j'ai vu toute ma vie ma mère sous médicaments. Et forcément, il y a un terrain après. Et moi, j'ai déjà connu ces états-là. Plus court, mais j'ai connu. Et si tu veux, quand j'ai lu ta BD, en fait, ça nous prend aux tripes. C'est-à-dire que ce que tu évoques, sans masque, sans rien, il y a beaucoup d'humour. Donc ça, c'est fantastique aussi. Ça parle. Donc qu'il y ait autant de succès et que ça touche autant, je ne suis pas étonnée. Et l'autisme, c'est un autre trouble. On se sent tellement seul, tellement isolé. Ouais. Et là, de te lire, c'est vraiment important pour toutes ces personnes-là qui se sentent seules. Dimanche dernier, c'est ce que je te disais avant qu'on commence, j'ai eu l'honneur, on va dire, parce que vraiment, je trouve que cette fille est incroyable, de rencontrer Lucie, qui est une jeune fille qui se bat contre l'anorexie. D'ailleurs, elle a un compte Instagram qui est assez incroyable, qui s'appelle Hunger to Live. Et elle va participer avec toi, c'est ça ? Ouais. Tu veux nous en parler ? C'est encore en projet, mais j'aimerais vraiment que ça aboutisse, et on aimerait faire une BD de son histoire sur l'anorexie. Donc elle se bat contre l'anorexie. Elle a eu la gentillesse et l'extrême confiance de me filer ses carnets intimes où elle a écrit quasiment au jour le jour ce qui se passait. Et voilà, j'aimerais beaucoup, parce que moi c'est un truc une maladie qui me fascine. En fait, je suis très maladie, je me rends compte. J'adore traiter des trucs un peu bizarres, là, des troubles, des syndromes, tout ça. Moi, ça me fascine. Et l'anorexie, j'aimerais beaucoup. Puis alors avec elle, je pense que ça va être un ping-pong absolument fabuleux. C'est vraiment c'est une personne, elle est solaire, elle a quelque chose d'incroyable. Ouais, de très très fort, et je la crois beaucoup moins, pas naïve, mais je pense qu'elle est très 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 intelligente. Oui. Elle va avoir 18 ans. Ouais. Et c'est fou parce qu'elle me disait, elle a une humilité évidemment incroyable. Elle a créé son compte là, il y a quelques mois. Elle a des milliers de personnes qui la suivent. Une de ses vidéos qui a fait 13 millions de vues. C'est quelque chose d'incroyable. Elle cherche pas ça. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est de voir la lueur dans ses yeux. Oui. Et ce projet de le faire avec toi et de dire...
En fait, j'ai des personnes qui me contactent et qui me remercient. Et on peut les aider. Mais oui, et voilà. toi, c'est ce que tu fais dans tes BD. Ouais. Et ces sujets, ils sont très difficiles, mais il y a tellement de gens qui ont besoin. Mais c'est pour ça, je pense que ça peut être super utile. Ouais. Et alors, elle avait fait déjà des recherches et elle me dit qu'une BD là-dessus n'existe pas encore, vraiment là-dessus. Donc, je me dis que ça peut être comme l'autisme et la dépression. Ça peut faire que les gens se sentent moins seuls, en fait. J'ai donc vu que tu avais rencontré Christophe André. Oui. Qui est le grand psychologue, psychiatre en France. Lui, très clairement. Mais c'est lui qui m'a d'ailleurs indiqué le psy qui m'a sauvé la vie, parce que Christophe André est à Paris et que moi je suis donc à Manigo. Mais il m'a trouvé un psy à Rumilly, donc... Et je suis évidemment allée le voir ventre à terre et étant recommandée par Christophe André, c'est que du piston là du coup, hein, j'ai eu une place. Et ouais, il m'a sauvé la vie, vraiment. Et justement, c'est quoi la suite de Chute Libre en fait ? Est-ce que tu me disais, vous avez créé un sorte de carnet de guérison ou... Oui, après, quand j'ai fait Chute Libre et puis je me disais, ça y est, j'ai tout compris à la vie, j'ai tout compris à la dépression, plus jamais, machin. Et en fait, j'ai été soufflée par une cinquième Chute Libre que j'avais pas vraiment vu venir. J'étais sûre d'être armée, vraiment la fille qui comprend tout. Et je me suis pris une énième claque, sauf que je l'ai contrée en à peu près 15 jours, parce que maintenant j'avais toutes les clés pour remonter la pente. Et une fois sortie de ce marasme, je me suis dit, mais bordel, 15 jours, 3 semaines, et ça y est, tu pètes le feu. Alors que j'étais vraiment au fond du trou, hein, comme d'habitude, les idées noires, le suicide, le truc qui rumine, et vas-y, quoi, et tu manges plus. Bon, bref. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme s'il y avait une petite recette ou un entraînement pour son cerveau à faire. Il faut que je dise aux gens. et donc, j'ai appelé Christophe André, puisque j'avais son numéro. Et je lui ai dit, alors voilà ce que j'ai envie de faire, parce que pour moi, ça a marché. Et comme d'habitude, si ça marche pour moi, ça peut peut-être marcher pour d'autres. Très bonne idée, Caroline. En une semaine, pareil, en une semaine, on rencontre ses éditrices. C'était à l'Iconoclaste, donc Sophie de Sivry et Catherine Meyer, deux personnes absolument, alors là, pour le coup, lunaires, fantastiques, solaires, tout ce que vous voulez. Et on a signé. Voilà, signé, fait, terminé, emballé. Et puis, moi, j'ai mis à plat, j'ai illustré. Et... Donc, je voulais une caution scientifique parce que, pareil, ce que je raconte, c'est mon expérience. Donc, ça va marcher pour moi, mais peut-être pas pour tous les gens. Donc, après, Christophe André, chaque jour, parce que c'est un guide à suivre 28 jours, puisqu'on part du principe qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc, je crois que c'est 21 jours, même, mon guide. Oui. Ah. Mais je crois que j'avais rajouté une semaine, mais non, enfin bon, bref. Donc, chaque jour, un exercice à faire, l'explication de ce qui se passe, une consigne à respecter, du genre un truc tout bête, lave-toi les cheveux, va marcher 10 minutes, fais du... Enfin bon, voilà. Et la caution scientifique quand même de Christophe André, et ça c'est pareil, qui assoit de manière scientifique en fait, ce qui se passe dans le cerveau. Parce que moi, j'ai commencé à guérir le jour où on m'a expliqué que c'était une maladie. J'ai vu des tonnes de psys qui m'ont fait raconter ma vie sur ma mère, ma grand-mère, mon machin. Super. Mais il n'y en a pas un seul qui m'a dit que j'étais malade parce que ça fonctionnait mal là-haut, en fait, mécanique. Et moi, on m'a dit ça, c'était terminé, quoi. Ah bon, c'est pas juste que il faut que j'excuse ma mère, ma grand-mère, mon machin, mais j'ai pas envie. Enfin bon, voilà. Et c'est pour ça que je voulais la caution scientifique aussi. Donc ça, c'était la suite. Et puis après, j'ai fait un livre avec Judith Riefeld aux éditions des Clés de Brouwer sur comment expliquer la dépression aux enfants. Et ça, elle m'a envoyé son texte, je sais même plus comment. J'ai lu son texte, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, c'est trop beau, c'est trop génial, il faut absolument faire ce truc. Et on a trouvé une éditrice géniale qui a été prête à faire ce livre et ça donne un petit livre pour enfants pour expliquer la dépression. Mais sans chichi, sans cacher le côté horrible de cette maladie. Voilà. Et j'adore ce bouquin.
C'est un peu... oui, la dépression, c'est un peu mon dada. C'est ton sujet? Bah oui, oui. Moi, je prends toujours des antidépresseurs. Hein. Et mon petit nuage, il est là. J'oublie pas. Je veux pas oublier. Mais Christophe André, parce que je le suis beaucoup, j'ai énormément lu ses livres, etc. Et il le dit, hein. Il est pas... Ah ouais. Il a encore ses troubles. Hein. Ah ouais. Il le dit, hein. Mais bien sûr. Moi, je pense que ça fait partie de nous, quoi. Et puis, je veux pas l'oublier. C'est ça. Et c'est comment on a... En fait, c'est apprendre comment on vit avec. Ouais. C'est ça la clé. Exactement. C'est pas de guérir... Non. À 100%, ça... Enfin, ça, c'est ma pensée. Oui, oui. Ce n'est pas la vérité. Oui, c'est la mienne. Oui, oui. Qu'on ne peut pas guérir à 100% de certaines maladies, mais je trouve ça même bien, émotionnelles. Ouais, mais je trouve ça bien en plus parce que ça aide à rester vigilant. Et quand il m'arrive un truc vraiment où je suis vraiment heureuse, du coup, je me dis vas-y, tu prends, puis tu mets bien dans la boîte à bonheur. Ouais. T'as la boîte à malheur de merde là, puis t'as la boîte à bonheur. Et là, tu mets bien dedans, et puis tu t'en rappelles. Ouais, je trouve ça. Oui, moi, je trouve qu'il faut rester vigilant. Exactement. Après, ce sont des centaines, des milliers de personnes que t'aides et qui vont trouver des réponses. Donc, c'est formidable. J'espère. Il manque cette petite sérénité quand même. Oh oui. Bah oui, hein, toujours sur la brèche. Toujours. Oui. Pour parler d'un autre sujet un peu sérieux, mais parce qu'il touche une personne sur 10 en France. Moi, il touche mon activité professionnelle, donc comment ne pas parler du burn-out? Oui, oui. Et en fait, je me demande si mes dépressions, c'était pas un peu des burn-out aussi, parce que c'était tout lié au travail finalement. Ce manque de sécurité dans le travail et tout, mais bon, bref. Pour moi, ça change rien. Enfin, j'ai fait un livre sur le burn-out là. Je l'ai juste illustré, c'est pas moi qui l'ai écrit, oui, j'ai vu. Mais le burn-out, pour moi, c'est un mot très chic pour dire dépression, quoi. Une dépression causée par le travail, mais pour moi, c'est la même chose. Je suis d'accord. Voilà. Pour en avoir fait 2, je suis d'accord. Ouais. c'est ni plus ni moins qu'une dépression, en fait. Dont le déclencheur est le travail. Complètement. Je crois. Mais ça fait plus chic. Oui, mais ça déculpabilise. Oui. Et c'est ça qui est important d'ailleurs, quand tu parlais tout à l'heure que c'est une maladie qui provient d'un dysfonctionnement du cerveau. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, ça déculpabilise. Bah oui. Et ça commence par ça pour les personnes pour accéder à la guérison. Et c'est de mettre un mot et de dire bah oui, en fait, c'est comme ça. Ah bon? Mais oui. Et c'est pas que moi. Non, mais parce que dans le truc de la dépression, pourquoi la dépression? Je pense que c'est un truc honteux et les gens se cachent et disent pas, alors qu'ils vont dire plus facilement qu'ils ont fait un burn-out. Parce que burn-out, c'est j'ai trop travaillé, je subis la pression à mon boulot, etc. Bon, c'est un peu... c'est pas glorieux, mais bon, ça s'excuse plus facilement. Alors que la dépression, on est censé ne pas avoir le courage de se foutre un coup de pied au cul pour aller mieux, en fait. C'est tout. Exact. Et si c'était aussi simple que ça. Mais c'est ce que j'arrêtais pas de dire aux gens. Mais si vous saviez comment je veux m'en sortir, mais combien je bosse pour m'en sortir, mais j'y arrive pas. C'est normal, ça fonctionne pas là-haut. Bah là, nous, on le voit, on a un client sur 2, nous, qui vient nous voir justement pour suivre l'accompagnement qu'on propose, pour découvrir sa voix, pour donner du sens à sa vie, et qui est un client sur 2 en état dépressif ou en burn-out, et ils suivent ce chemin, et puis il y a un moment, et ce moment-là est magique, où la lumière se rallume. Ah, ouais. Et typiquement, pour moi, avoir traversé aussi des périodes difficiles, c'est donner du sens à ma vie qui m'a fait me relever. Et voilà, ça, c'est mon driver. Ouais, je comprends. Par rapport à tes valeurs, tu m'as dit que les valeurs qui sont donc les plus importantes pour toi, c'est l'aventure, le courage et la sécurité financière. Oui, ça voilà, c'est lié à la sécurité financière, c'est mon boulot. C'est, t'es à ton compte, tu prends des vacances, t'as pas d'argent. Moi, j'ai 3 enfants en plus. Moi, je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfants parce que j'avais très peur de tout ça. Parce qu'après, qui dit avoir une maison dit un emprunt, qui dit avoir des enfants dit ça coûte cher. Et donc,
Ouais, la sécurité financière, moi, ça a été, j'en ai fait des dépressions, hein, vraiment, hein. En plus, j'avais un agent au tout début qui m'arnaquait, qui me payait pas. Enfin, voilà. Enfin, ça a été super galère. Ouais, et puis le mode de fonctionnement des auteurs, c'est aussi hyper aléatoire. Il y a des mois, je vais rien gagner. En général, l'été, je gagne rien. T'es payé à la signature et encore. Après, quand t'as des contrats, ben, faut tout le temps relancer les gens. Enfin, c'est horrible. Et moi, ça me pourrit la vie, ça. Et ben, tu vois, c'est ce que j'allais dire finalement dans tes 3 valeurs. Celle-là, je me demande si elle est pas, si elle te dessert pas entre guillemets. Ah, mais sûrement. Par rapport Sûrement. aux autres. Et je vais là, dans un des prochains épisodes que je vais faire, je te l'enverrai, c'est avec Christian Junot. Ouais. C'est un ancien banquier en Suisse Ok. qui est vraiment reconnu sur maintenant cette partie financière. Ok. Et j'ai assisté à une de ses conférences là, il n'y a pas longtemps. Il a un discours qui est vraiment extraordinaire. Il aide beaucoup les gens à prendre conscience de beaucoup de choses. Ça vient aussi des croyances, hein, ça vient aussi de l'éducation. Il a une anecdote qui est assez rigolote, qui exprime bien tout ça. Et je veux vraiment l'inviter. Ok. Parce que je le vois dans nos clients, dans les personnes, même les gens avec qui je travaille dans mon équipe ou autres, même moi, la première. Ouais. C'est ce qui m'a à un moment fait chuter, c'était ça, hein, c'était cette peur financière. financière. Oui, mais bien sûr. Et ben cette personne-là, elle te montre vraiment un autre regard. Ok. Et tu vois, Christophe André, Ouais. qui permet de traverser ses angoisses, il t'apprend un peu à accepter d'avoir ce nuage qui vient sur toi. Ouais, ouais. Et ben je trouve que Christian Junot, il fait ça avec cette peur de manquer d'argent. Très bien. Oui. Parfait. Oui, oui. Donc justement, je le connais et il va venir avec nous. Et Très puis, bien. voilà, il fait aussi des conférences dans la région. Ok. Donc ça va t'aider. J'achète. Oui, tu peux. Parce que tu vois, voilà, cette valeur-là, c'est bien, mais si elle pouvait devenir aidante. Ah, et oui, que oui. ce soit plus un sujet pour toi. Ouais. Je l'ai mise parce que c'était justement un tel sujet que je pouvais pas l'ignorer. Je comprends. Mais si je pouvais l'oublier, ce serait très bien. L'aventure, en revanche, l'aventure, ça me porte. Courage, je pense que j'avais mis ça parce que je l'ai rempli il y a longtemps, le questionnaire. Courage, je pense que c'est le courage d'avoir pris justement la décision de faire ce choix pour ma vie. Voilà. Complètement. Mais après, c'est pareil, quand j'ai quitté Paris, on m'a dit, oh là là, tu vas t'enterrer au fin fond du monde, tu vas devenir bouseuse, tu iras plus au théâtre. Non, je vais plus au théâtre et je m'en fous. Enfin, je suis une ancienne parisienne. Mais oui. Et c'est vrai mais voilà. que c'est un peu ce qui peut ressortir, mais tu vas plus aller au théâtre. Mais oui. Et pareil, j'ai eu l'impression que je faisais un choix monstrueux, quoi. Donc, alors que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Ah, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à suivre justement ta passion, ton instinct? Eh ben, je sais pas. Ouais, s'il y avait un mot à mettre dessus, ce serait quoi? Eh ben, ouais, pourquoi t'as tenu tête à tes parents? Ouais. Qu'est-ce qui a fait ça? Oh, c'était peut-être un peu jouissif aussi d'aller contre leurs recommandations, on va dire. Il y a peut-être un peu de ça, mais je sais pas, je n'aimais faire que ça. Quitter Paris, ça a été quoi, ton déclic? Quitter Paris, alors là, c'était très très simple. Mes parents avaient un chalet à la montagne, donc depuis toute petite, je vais skier, je vais randonner, etc. Et je continuais encore en étant à Paris, dès que j'avais des vacances, à venir ici. Et à chaque fois que je rentrais, mais c'était la déprime. Je faisais tout en vélo parce qu'il était hors de question de prendre le métro, mais j'avais les yeux noirs, je me mouchais, c'était noir. Pour aller faire du sport, fallait prendre le métro ou le vélo pour aller dans un bois moche. Enfin non, c'était insupportable, quoi. Et ça a été vraiment une décision assumée. Et j'étais sûre de moi. Après, il fallait que mon bonhomme trouve un boulot. Parce que moi, j'étais déjà à mon compte, donc c'était pas bien grave. J'avais trouvé un agent à Paris, donc il pouvait démarcher pour moi. Et puis lui, il a trouvé tout de suite un boulot à Annecy. Donc je crois qu'on est parti en 2 mois, ouais. Allez hop, salut.
Pour terminer, est-ce que je peux te demander si tu as une leçon de vie que tu voudrais nous partager? Quelque chose qui toi, t'a marqué, t'a aidé? Si ça devient pas... Alors, c'est ce que je dis à mes enfants. Non, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que quand on vit un truc vachement bien, il va pas nous tomber une tuile forcément après pour compenser. Et qu'on a le droit de profiter de vivre un truc bien et qu'on a le droit d'être heureux, en fait. J'ai l'impression d'avoir grandi dans le fait que si on était heureux, ça allait se payer à un moment donné, alors qu'en fait, non. Ça peut juste arriver et puis qu'il faut en profiter parce que la merde arrivera toujours à un moment donné, mais peut-être pas là tout de suite, tu vois. En attendant, on peut en profiter, mais ça, c'est mon côté pessimiste qui parle. Ça se trouve, elle arrivera jamais, la merde. Mais voilà. Non, ça, j'essaye vraiment de le dire à mes enfants parce que j'espère qu'ils raisonnent pas comme moi, mes enfants. Donc ouais, j'essaie de leur apprendre qu'on peut être heureux et puis et profiter de la vie, ouais. Parfait. C'est bateau, hein. Non, mais... C'est bateau, mais si tout le monde pouvait vivre avec cette croyance-là, oui. ça changerait beaucoup de choses, oui. en fait. Bah ouais, j'espère. Oui, vraiment. Ouais, donc merci beaucoup pour Non, mais ce de mot rien. de la fin. Et je te souhaite une belle continuation. Mais merci, je vais tout faire pour. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.